À tous, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Vous êtes très nombreux ce soir. Pour ceux qui ne peuvent pas s'asseoir, vous pouvez également suivre la conférence dans le lounge. Je suis très heureuse de vous accueillir sur l'événement SFR Player qui a ouvert ses portes il y a une petite semaine maintenant. L'événement SFR Player, c'est quoi? En fait, c'est un parcours d'innovation que vous pourrez découvrir après cette conférence, mais c'est également un cycle de conférences, de 4 conférences. Donc c'est notre deuxième édition que nous organisons là avec notre partenaire Digital Arty. Et nous avons également 2 autres conférences jeudi soir sur la thématique de la mutation dans les médias. Et le 29 novembre, une conférence sur la thématique du transgénérationnel. Donc si ces sujets vous intéressent, vous pouvez également vous inscrire. Donc un mot, le tweet pour l'événement et la conférence, c'est le hashtag SFRPlayer. Et puis maintenant, je vais laisser la place à nos intervenants et amis derrière moi pour vous parler d'objets connectés et de design. Donc bonne soirée à vous et puis à tout à l'heure. Merci. Alors juste 2 mots donc, sur Digital Arty. Je suis Malo Girodelin de Digital Arty. Nous avons créé le premier média et la première plateforme art numérique et innovation. Et nous accompagnons des artistes, des créateurs dans leur production et dans leur relation avec les entreprises. Alors le thème des objets connectés est un thème qui nous tient particulièrement à cœur. D'ailleurs je vois qu'on n'est pas les seuls parce qu'effectivement ce soir vous êtes nombreux. On a en particulier, on vient d'ouvrir un Art Lab, un laboratoire pour artistes qui permet à des créateurs, des designers, des codeurs, des ingénieurs de créer les nouveaux objets connectés de demain. Et il y a 3 espaces, un espace de fabrication avec des fraiseuses numériques, des outils variés, avec un espace de computing et un espace un studio d'enregistrement. Et ça va permettre de créer beaucoup de choses dont on va parler ce soir. Et je vais vous laisser la parole maintenant. À vous. Merci Malo, merci merci SFR. Alors déjà, moi je suis content de vous recevoir, je suis content qu'on parle de sujet, je vais y revenir dans un instant, mais aussi je voudrais qu'on prenne le temps simplement d'admirer en fait le dispositif général. Donc, est-ce qu'on est déjà dans le design d'expérience, est-ce qu'on est déjà dans les objets connectés? En tout cas, du point de vue de l'expérience en général, vous avez vu qu'on est au même moment en train de parler, donc commencer à échanger, on est présent sur un écran écrit que Madame, que j'en suis presque bouleversé, est en langue des signes, en train de... Si j'arrête, merci. de nous suivre et de nous permettre comme ça d'échanger avec un maximum de monde, parce qu'évidemment cette conférence elle continue ailleurs qu'ici, elle continue aussi sur internet, c'est l'enjeu, c'est de voir comment est-ce qu'un contenu, une expérience, on peut aussi l'emmener le plus loin possible, la plus partagée. C'est ça les objets connectés, c'est ça l'enjeu de l'internet des objets, c'est ça aussi, pour commencer donc à entrer dans le sujet, l'enjeu des réseaux. Jusqu'à la fin 2011 au moins on a le droit de citer Steve Jobs, ce qu'il disait, c'est que, enfin, une de ces citations fameuses pour moi, c'est de dire que le 21e siècle serait celui en fait de la rencontre de la créativité et des technologies. La rencontre de la créativité et des technologies, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, ce qui tire avant tout la créativité et les technologies, c'est la rencontre du design. Donc, on a vu l'apparition du design industriel dans les années 20, avec des gens comme Raymond Louis, français, Cocorico. Puis après est arrivé le design de service, plus tard, et enfin arrivé le design interactif, le design d'expérience, enfin tout ce qu'on est en train de voir commencer à apparaître, ce qui va enseigner de plus en plus dans les écoles, de plus en plus d'écoles en France de design et sur ces nouvelles formes de design. Et moi, personnellement, en tant qu'entrepreneur, c'est sans doute un des domaines qui m'intéresse le plus, c'est celui des domaines qui m'a donné envie d'entreprendre. Et donc je suis ravi d'avoir la possibilité de partager cette passion avec 2 entrepreneurs, 2 start-upers, puisque c'est eux qui réenchantent notre vie quotidienne. Donc Michel Lévy-Provençal de Joshfire et Dick Lantim en fait de SensorHit. Est-ce que je vais peut-être vous laisser 2 secondes l'un et l'autre pour vous présenter, puis après ça on échangera sur le fond du sujet. Mais expliquez-nous un petit peu ce que fait Joshfire, ce que fait SensorHit. Michel. Merci. Oui, effectivement, Joshfire en fait c'est une jeune entreprise puisque on va fêter nos 1 an la semaine prochaine. On est assez jeune. On est spécialisé dans le développement d'applications
objets connectés au sens large. C'est-à-dire qu'on développe des applications qui fonctionnent à la fois sur les objets connectés d'aujourd'hui, l'ordinateur, le mobile, la tablette, la télé connectée, mais aussi sur les objets connectés de demain. Et pour ce faire, donc non seulement on développe ces applications-là, mais on prototype aussi un certain nombre d'objets connectés. Bien, bonsoir, Dick Antibes. Je suis le fondateur de Sensorit, donc aussi une jeune start-up, puisqu'on existe depuis maintenant un an et un mois à peu près. Donc on s'est peut-être créé à la même période. Donc en fait, Sensorit, qu'est-ce que c'est? C'est une start-up qui est spécialisée dans les interactions digitales disruptives. Alors c'est un peu barbare comme vous, mais en fait on s'intéresse à toutes les interactions pour lesquelles la souris et le clavier n'interviennent pas. Donc ce qui suppose beaucoup de touch, de tactile ou de gestes en fait dans l'espace. Donc tout ça, c'est le côté technique. Par contre, il y a une chose à laquelle on croit beaucoup, c'est que ces interactions en fait ne peuvent pas naître si on ne change pas la manière d'interagir du coup les objets avec lesquels on interagit. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on fait beaucoup de recherches dans tout ce qui est gestes naturels, ne serait-ce que de savoir que vous faites un signe à un système et non pas juste dialoguer en bougeant les mains. Voilà, c'est ce qu'on fait en fait tous les jours chez Sensorit et on essaie de faire en sorte que l'informatique devienne de plus en plus invisible pour les utilisateurs. L'informatique qui devient invisible, justement, c'est les réseaux qui permettent à cette informatique d'être sans couture. Vous le verrez d'ailleurs après notre conférence, vous avez la possibilité de visiter en fait au-dessus un atelier, en fait on imagine comme un atelier de designer dans lequel vous aurez des expériences de ces objets, de ces réseaux. C'était aussi le fil rouge en fait de cet événement SF Meilleur. Justement, quand on se met dans cette perspective, on a l'impression que c'est beaucoup les opérateurs qui ont poussé ces objets, qui ont d'abord avec les mobiles, ensuite avec les tablettes. Maintenant, on parle de plus en plus en fait de la télé connectée, qui vient beaucoup des FAI. Est-ce que vous pouvez nous dire pour l'un et pour l'autre, quelle est la nouvelle frontière? Quelle est la prochaine frontière? Donc là, c'est relativement évident, on est sur la télé. Je pense que l'un et l'autre, vous avez travaillé par exemple l'un et l'autre sur des miroirs. Toi, tu as travaillé sur des canapés, je sais, des interfaces qui étaient encore plus dématérialisées du côté de Sensorit. Donc quelle est pour vous la nouvelle frontière en fait, des objets connectés? En fait, nous, on essaie de suivre une vision qui a été la première fois, me semble-t-il, décrite par un monsieur qui s'appelle Adam Greenfield dans un livre qui s'appelle Everywhere. Cette vision, elle consiste à penser que l'environnement dans lequel on se trouve depuis un certain nombre d'années est constitué d'agents, comme celui-ci, qui sont des points d'accès vers du contenu ou vers de l'information. Ceci est un agent, un point d'accès ou un guichet, mon téléphone mobile est un guichet, mon ordinateur est un guichet, ma télé connectée est un guichet. La vision d'Adam Greenfield dans Everywhere consiste à penser que le monde va progressivement se connecter de sorte à ce que ce ne sont plus des guichets qui nous permettront d'accéder à cette information, mais le monde lui-même. Autrement dit, tous les objets qui nous entourent au quotidien. Une table, un mur, un miroir, le sol, les fenêtres, bref, toutes sortes de surfaces et d'objets qui permettront finalement de nous... J'aime bien cette image il y a des aquariums qui permettent de nous immerger dans un bain où on va voir par exemple circuler un certain nombre d'espèces rares de poissons. L'idée c'est exactement de la même façon d'être dans une sorte d'aquarium où on est baigné par non pas des poissons mais des contenus tout autour de nous. Donc on essaie de poursuivre cette vision et la nouvelle frontière finalement c'est cette frontière qui va, de notre point de vue en tout cas, nous faire passer d'une logique de guichet, de point d'accès à l'information, à une logique beaucoup plus continue d'environnement dans lequel l'information est finalement ubiquitaire. Et c'est pour ça qu'on parle d'ubimédia, à l'inverse ou en tout cas dans le prolongement de multimédia. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a exactement la même référence, donc je ne vais pas citer le même livre. Et après, pourquoi vous n'avez pas fait une seule boîte en face de très D'accord. Et je pense qu'on est très complémentaires, effectivement. Ce livre, en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'on peut en fait le lire et puis le parcourir et le relire. Ça peut soit faire peur ou soit on peut se mettre à rêver. Donc c'est ça qui est assez étonnant. En fait, il y a une chose qui est certaine, c'est que le digital va nous envahir, en tout cas le numérique
Veritas et Infosemi. En tout cas, le numérique va nous envahir et vous en avez partout. Et du coup, quelle forme ça prendra demain? C'est peut-être la frontière justement qu'on essaie de soit de trouver ou soit de surpasser. La télé restera, mais la télé commence déjà à évoluer. Pourquoi? Parce que c'était le premier écran. Et en fait, on n'est plus du tout passif aujourd'hui devant l'information. Donc on est de plus en plus interactif devant l'information. On a envie en fait de la manipuler ou en tout cas d'interagir. C'est une des raisons pour lesquelles on va peut-être sortir de cette télé. Et finalement, nous, on croit beaucoup à l'informatique invisible. En fait, l'informatique invisible passe évidemment par une infrastructure, mais passe aussi sur le fait qu'elle est contextuelle en fait. Le fait qu'on puisse, effectivement, on parle de table, on parle de miroir, en fait on parle de situation finalement. Si vous êtes devant un miroir, c'est que certainement vous êtes devant une salle, dans une salle de bain par exemple, et déjà on connaît un contexte. Et vous donnez en fait une information dans ce contexte, c'est ce qui va permettre justement d'avoir un premier point, d'aborder le côté invisible de l'informatique. Ensuite, cette information, vous avez envie d'interagir avec, c'est la raison pour laquelle on va banaliser en fait l'interaction avec tous les objets et éventuellement banaliser l'affichage de ces objets, en tout cas sa manière de communiquer avec vous. Alors, puisque vous partagez les mêmes références, on a parlé de Adam Greenfield, du bimédia, est-ce que simplement vous pouvez nous rappeler éventuellement les différences ou les absences de différences qu'il y a entre différents mots et les acceptions qui vont derrière sur le bimédia, réalité augmentée, Internet des objets, on a l'impression qu'il y a beaucoup de domaines qui se superposent. De quoi on parle? Est-ce qu'il y a des domaines... Tu as souligné le fait que digital était un faux ami, surtout quand on parle d'interface. Bon, on se perd un petit peu dans cette jungle. Alors, on se perd et du coup, moi-même, je m'y perds. Quand je lis le livre, j'ai plusieurs lectures, en fait, selon l'état dans lequel je me trouve. Mais ce qui marque, en fait, et finalement, ce que j'ai retenu, c'est le côté naturel. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'interface naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Si aujourd'hui, vous mettez une photo sur une vitre d'un magasin, naturellement, les gens vont venir, éventuellement mettre les doigts, toucher, voir si ça réagit. Et si ça réagit, essayer de zoomer, parce qu'on a, grâce à l'iPhone, entre autres, on sait maintenant zoomer avec deux doigts, ou en tout cas avec deux mains. Pourtant, ce geste n'est pas du tout naturel. C'est juste qu'il est devenu naturel par l'usage. Tout le monde maintenant sait qu'on peut zoomer une photo, alors que le côté naturel, c'est peut-être plus de se rapprocher de la photo, de s'éloigner pour avoir un zoom. Donc en fait, moi, ce que je retiens, c'est plutôt le côté naturel de ce qu'on sait déjà faire. On sait écrire parce qu'on a appris, c'est pas naturel. Donc si demain j'ai besoin d'écrire, j'aime bien retrouver les gestes que je connaissais, qu'on m'a appris dans mon enfance. Donc voilà, moi ce que je retiens de ce livre, c'est vraiment le côté naturel de l'interaction avec une information numérique. Une autre façon de le préciser, parfois je définis en fait le bimédia de cette façon-là. Je ne sais pas si c'est une façon juste de le faire, mais en tout cas elle me parle. C'est de considérer qu'aujourd'hui, quand par exemple on prend un téléphone mobile, quelle que soit la marque, on se retrouve avec un certain nombre d'applications à l'intérieur. D'ailleurs des applications de réalité augmentée, des applications qui permettent de faire plein de choses qu'on a évoquées tout à l'heure, du multimédia, etc. Je suis en train de chercher mon mobile. Bref. En fait, ce mobile contient une myriade d'applis. Si on prend le paradigme du couteau suisse, c'est un couteau suisse avec N petits couteaux à l'intérieur. Vous donnez ce couteau suisse à un chef sushi, il vous rira au nez. Parce que dans le contexte du chef sushi, le couteau suisse n'a pas d'utilité. L'idée de l'ubimédia, c'est d'aller un cran plus loin et de se dire, plutôt que d'avoir un couteau suisse avec un téléphone qui contient plein d'applications, ces applications vont finalement se contextualiser et s'incarner sous la forme d'objets. Et donc on va passer de la logique du couteau suisse à la logique du couteau spécialisé. Donc une application typiquement de réalité augmentée qui va permettre, je sais pas moi, prenons l'exemple du Vélib. C'est un bon exemple, le Vélib. On a une application, une excellente application qui permet d'accéder aux différentes bornes Vélib. Cette application-là est dans mon iPhone, quelque part classée parmi la 4e, 5e, 6e page. Donc je l'ouvre mon iPhone, je lance l'application, j'attends que le réseau se charge, je cherche sur la carte, et encore je suis peut-être pas dans la bonne page, j'attends qu'elle se recharge, je vois, et c'est bon, là je peux voir que il me reste, je sais pas, 2 ou 3 Vélib de libre en bas de chez moi. Imaginons qu'on ait un petit boîtier, soit à la sortie de l'appartement, chez moi, soit carrément à côté dans ma salle de bain, qui me permet d'indiquer en permanence le nombre de Vélib libres en bas de chez moi. Eh bien, ça me permet en permanence de savoir, d'avoir une information qui contextuellement
a de la valeur. Et c'est cette idée de sortir d'un couteau suisse et de s'incarner en une application contextualisée qui prend une valeur particulière parce que dans le contexte de ma salle de bain, le matin, quand je prends ma douche, j'ai intérêt à me grouiller parce qu'il me reste 3 Vélib, ça a de la valeur. Voilà, c'est exactement ce contexte-là. Et pourtant, on n'est pas sur des choses très compliquées hein, pour avoir un petit identifiant qui indique le nombre de Vélib qui reste en bas chez soi. Dick, tu as cité en fait la grammaire, parce qu'on se rend compte qu'en fait il y a des grammaires qui se mettent en place. Donc est-ce qu'on utilise ses 2 doigts pour agrandir ou rapetisser une image? Est-ce qu'on avance ou recule face à cette même image? Après, il y a des usages naturels et puis des usages qui s'imposent. Là encore, vous avez parlé tout à l'heure de Daniel Field et d'Everywhere, on se rend compte qu'on n'est pas loin entre le rêve et le cauchemar. C'est un grand sujet de science-fiction et par rapport à la technologie, aux technologies, donc aux objets connectés. Est-ce que ces objets vont finir par nous dominer un jour? Est-ce qu'on sera dépendant d'eux? Moi, ce que j'ai envie de poser comme question en tant qu'entrepreneur, c'est que souvent un entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'oppose à un système établi, qui va essayer de proposer, qui va essayer d'innover. Donc est-ce qu'il va faire des couteaux spécialisés ou des couteaux suisses? J'en sais rien, mais il va proposer quelque chose de nouveau, et en général, il va proposer quelque chose souvent en réaction par rapport à ce qui existait. Quand on pense au poids d'Apple, qui est là, par exemple, à 100% de part de marché sur nos tables, et qui nous a imposé donc cette grammaire qui n'était pas naturelle, est-ce que aujourd'hui, dans un monde qui est en train de se refermer, c'est un peu l'impression qu'on peut avoir, est-ce que des entrepreneurs peuvent trouver leur place? Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut s'attaquer à ce type de projet quand on arrive à monter sa société à Paris, loin de Cupertino, loin de la Silicon Valley, et de proposer dans ce domaine qui est un domaine de géant, je crois que souvent tu dis qu'il y a 50 milliards d'objets qui seront connectés demain, donc c'est des marchés qui sont des marchés colossaux. Est-ce que, en étant petit français, on peut trouver des choses et comment est-ce qu'on s'y prend en fait? Quels sont les enjeux techniques, quels sont les enjeux de business? Et je vous pose cette question d'autant plus que, pour avoir échangé évidemment, préparé, parce qu'il faut préparer parfois, cette conférence avec vous, vous êtes tous les 2 partis d'un modèle qui est un modèle de service, pour arriver aujourd'hui à un modèle qui n'est plus un modèle de service, pour toi qui est en fait un modèle de studio, de création de produits, et pour toi, d'éditeur open source. Je vais commencer. Donc, je pense que justement tout est à faire. On a obligé depuis des années, dès lors qu'on parle d'informatique, d'utiliser un clavier et une souris. Donc tous les métiers en fait aujourd'hui utilisent un clavier et une souris. Pourtant, on voit les avancées en fait des technologies. On parle de réalité augmentée, on parle de reconnaissance vocale, faciale et autres. Tout ça, ça fonctionne bien. C'est juste qu'on ne se pose pas encore des questions de savoir est-ce que c'est pas le moment de tout changer. Et du coup, ce que je faisais avec une clavier et une souris, il y a peut-être une façon plus naturelle dans mon métier d'utiliser d'autres outils qu'on pourrait mettre à disposition. Donc en fait, nous, on est parti de ce constat. Et aujourd'hui, plutôt il y a 1 an, on a fait beaucoup de services auprès des entreprises pour justement réfléchir de façon différente de travailler. Donc la différence qu'on essaie de marquer déjà dans la tagline, interaction digitale disruptive, c'est de dire que finalement il y a peut-être un gap, un saut, changer radicalement de réflexion et reposer en fait la problématique différemment avec justement les possibilités d'aujourd'hui. Et on s'aperçoit que finalement des choses comme des tables tactiles qui sont en train de fleurir un peu partout, il n'y a rien de très innovant dedans, c'est des choses qui existent depuis bien longtemps. Je sais pas, il a fait un miroir interactif, j'ai aussi fait un miroir interactif, et pourtant c'est des choses qui existent. Enfin, on n'a juste fait que composer, et c'est les usages qui ont changé. Donc je pense qu'il y a tout à trouver, il y a tout à chercher. Le livre d'ailleurs le décrit très bien dans notre référence, et que tout doit être testé, et c'est par effectivement un changement de mentalité, des avancées technologiques, des interfaces qui ont de plus en plus vers l'utilité de la personne, que finalement des choses vont adhérer ou vont être rejetées. Nous, c'est notre vision, et effectivement on fait encore du service sur ce type de réflexion. Maintenant, on pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire imposer quelque part des nouveaux produits, des nouvelles façons de faire, et communiquer sur ces produits. Si on a commencé à faire du service, c'est d'abord par nécessité, au moins à 2 titres. Un premier, le plus noble, c'est de se rapprocher le plus possible de la réalité du marché et des besoins de nos clients. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est évidemment de pouvoir vivre, de pouvoir construire quelque chose sur la base de ce qu'on fait en termes de services, tout simplement financièrement, parce qu'on n'est pas aujourd'hui financé de sorte à ce que on puisse travailler uniquement sur nos projets de R&D sans se soucier de la réalité du marché ou même gagner un peu d'argent.
Donc ça c'est c'est le premier point. Et ensuite le service nous aide aussi à construire les outils. Et on parlait tout à l'heure d'éditeurs. Effectivement, on est éditeur sur 2 points au moins. D'abord sur une plateforme qu'on réalise, qui permet de développer des applications qui vont fonctionner. Une application unique fonctionnera sur tout type de device. Et dans ce sens-là, d'une certaine façon, on essaye à notre façon de bousculer les choses, puisque notre système permet de développer une seule application qui va fonctionner au-delà des barrières qui sont imposées par les constructeurs. Autrement dit, avec une application qui a été développée sur nos systèmes, cette application fonctionnera à la fois sur l'univers Apple, sur l'univers Android, sur les univers téléconnectés de différents constructeurs. Donc, d'une certaine façon, effectivement, on réagit à un certain nombre de barrières. Mais on est aussi éditeur d'une autre façon aussi, en créant ces objets connectés. Et encore une fois, alors c'est pas une réaction, c'est plutôt une action. On est en train de réaliser, en tout cas on essaie de réaliser cette vision. Et donc voilà, c'est cette énergie-là, ce service-là qui nous permet de réaliser aussi cette vision-là. Je vais juste en fait rajouter quelque chose, parce qu'il y avait beaucoup de questions en fait dans les questions. Il y avait une chose importante aussi, c'était de faire en sorte que plusieurs profils, plusieurs types de métiers puissent travailler ensemble. Donc ça c'est un constat. Aujourd'hui, lorsque nous on réfléchit soit à une réflexion pour un client ou soit pour un produit particulier, en fait il y a plusieurs profils qui interviennent. Il y a aussi bien le métier, si on s'adresse à un client, comment en fait il perçoit son métier, comment il le transmet. Il y a le côté donc fonctionnel, il y a le côté ergonomique, il y a le côté design et il y a le côté technique. Et en fait, une des grosses difficultés, c'est de faire en sorte que la créativité émane finalement de ces différents profils. Que finalement, soit la créativité vient de la technique, parce qu'il y a une dernière chose qui vient de sortir et qui va falloir s'inspirer parce que ça simplifie plein de choses, ou alors c'est la technique ne permet pas de résoudre, donc comment avec le design éventuellement on pourrait résoudre un problème que la technique ne sait pas résoudre, et finalement faire en sorte que le produit corresponde au mieux à ce qu'on sait faire et soit aussi accepté par l'utilisateur. Et ce mélange en fait des différents profils n'est pas simple. C'est ce qui nous a mis le plus de temps et on continue de toute façon à lutter, parce qu'il y a vraiment des profils très différents qui travaillent sur nos projets, à ce que ces différents profils puissent en fait travailler dans le même sens. Moi j'ai une question de fond, justement en étant passionné de design et de création d'objets, de mobilier en particulier. Pour moi, quand on parle de design et d'objets, il y a un rapport à la série limitée. Quand on dit d'un objet qu'il est design, c'est souvent qu'on l'oppose à une série de chez Ikea. Quand on parle d'une édition particulière, et que donc le design est par définition un point. Est-ce que c'est plutôt du côté de l'artisanat? Est-ce que c'est plutôt du côté de l'art? Je pense aussi que c'est typiquement ce qui justifie l'intérêt de Digital Arty pour nos conversations. En revanche, quand on est une start-up, l'enjeu d'une start-up, c'est de ne pas avoir de limite, c'est de passer à l'échelle, c'est de pouvoir grandir le plus possible. Donc, faire du design sur des objets en étant une start-up, comment est-ce que... vous vivez bien d'abord? Parce que, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de paradoxe absolu que vous réglez, alors pour suivre et pour connaître, mais je ferai attention à l'avenir, un peu mieux les produits de Josh Fire que Sensory, quand vous êtes sur un miroir et que tu parles de lancer un miroir à quelques éditions. Moi j'ai eu la chance aussi d'acheter une des 50 premières lampes violet avant qu'il fasse la Nabastag, qui était vraiment un objet comme ça en disant tiens c'est un collector, c'est... En gros, quel est le rapport à la série limitée, quel est le rapport au défrichage, et est-ce que le design en soi n'est pas quelque chose de limitant? Je pense que ça dépend en fait de l'histoire en fait, d'où on vient en fait. Moi quand j'ai créé cette société, il y avait déjà un désir de vouloir faire des choses nouvelles et finalement d'essayer de bouleverser certaines choses. C'est un rêve personnel, mais voilà, l'idée c'était de dire essayons de faire des choses marquantes. Donc lorsqu'on a commencé à faire nos premiers produits, on était plus dans la démonstration de la faisabilité que de raisonner sur un produit particulier. Pour raisonner sur un produit particulier, il faut faire une étude de marché, il faut effectivement trouver des investisseurs avant même de commencer le produit. Donc nous, ce n'était pas le cas, c'était d'abord de cultiver une connaissance interne, créer en fait des produits remarqués, peut-être remarquables, et qui finalement, pour le miroir en tout cas, a commencé à plaire, et du coup ce miroir aujourd'hui équipe une chambre éphémère de Novotel, mais c'était pas dans l'idée d'origine. Par contre, raisonner en produit est important, puisque il n'y a rien qui n'existe, donc il va falloir tout inventer. Donc si on invente que pour inventer,
ça ne sera pas grand-chose. Donc l'idée là, c'est vraiment d'inventer pour essayer d'intéresser l'industriel et finalement faire en sorte que cet industriel commercialise ce qu'on réalise. Donc on n'aura évidemment pas les épaules pour faire un produit et le commercialiser nous-mêmes. On est beaucoup plus dans une approche de vendre nos propriétés intellectuelles à des industriels. Personnellement, moi je viens du monde du soft en fait. Et beaucoup de startups telles qu'on l'entend font du soft. C'est très facile de faire du soft à grande échelle. Quand on commence à toucher au hard, même en termes de processus, ça change tout. Difficile de faire une bêta en hard. Ou alors quand on l'a fait, on sait que c'est une bêta. On la met pas en production en bêta. Or aujourd'hui, toutes les startups se lancent en production en bêta. Donc, d'abord, il y a la problématique par rapport à la série limitée du hardware, avec une viscosité qui fait que on ne peut pas effectivement aller au-delà, ou alors on s'appelle Apple, et on se permet de faire des bonds disruptifs avec des moyens énormes et pour radicalement changer les choses. Donc moi, on assume très bien les choses, et en plus, c'est plutôt sympathique de faire des miroirs en série limitée, parce que les gens à qui on les vend ou à qui on les loue sont très heureux de les avoir. Il y a une certaine rareté, donc il y a une certaine valeur au miroir qui est vendu ou qui est loué. Pour autant, en fait, pour répondre à ta question, Stéphane, si jamais, et là je vous rejoins, hein, Dick, hein, si jamais sur le monde du hardware, on veut passer à l'échelle du mass market, on ne pourra pas le faire nous-mêmes, sauf à être fundé à des hauteurs imaginables. Mais on pourra le faire nécessairement si on a un industriel qui vient nous accompagner. Notre approche, c'est pas forcément de vendre un quelconque brevet par rapport au miroir, difficilement brevetable aujourd'hui, mais en revanche, et ça c'est le deuxième pan de notre activité, on continue à faire du software, puisque notre logique c'est de développer des apps qui tournent sur n'importe quel type de device. Et du coup, notre logique, c'est plutôt de porter notre plateforme sur ces objets-là. Et donc notre approche sera plutôt de nous rabattre vers les métiers classiques des startups assez simples, moins de viscosité qui correspondent au software. Pour autant, le hardware nous sert, celui qu'on prototype, nous sert à évangéliser, à positionner aussi un flag sur un certain nombre de sujets, et on continuera à le faire dans ce sens-là. En t'écoutant, je pensais aussi à Parrot, par exemple. Je me disais que aussi un des problèmes classiques quand on parle de start-up et qu'on est en France, on a du mal à reconnaître ses champions quand ils sont franciliens, quand ils sont comme ça un rayonnement mondial, et que voilà, il faut en tout cas citer ce soir peut-être Parrot justement comme étant un acteur qui a été sans doute suffisamment financé, mais qui aujourd'hui propose des objets connectés qui sont des objets connectés qu'on trouve dans le monde entier. Est-ce que justement, pour être un peu concret, vous pouvez nous citer quelques objets, alors des objets que vous avez créés, ou alors des objets que vous n'avez pas créés mais qui vous font rêver, et qui sont des objets connectés? Question du petit Mathieu Lecomte dans la salle, en sachant que vous pouvez participer en posant des questions avec le hashtag SFRPlayer, ce qui me permet donc de relayer vos questions. Bien, donc quelques objets en fait. Bon, notre souci initial était de faire du service. Donc lorsqu'on fait du service, on travaille avec des clients. Ces clients en fait vous demandent une certaine clause de confidentialité qui nous empêche en fait de parler de tout décrire. C'est une des raisons pour lesquelles en fait on s'est amené à faire deux objets qui sont très visibles aujourd'hui. C'est un mur collaboratif, interactif. C'est un mur sur lequel en fait vous pouvez vous approcher avec une carte, on vous détecte, on vous propose un login en face de vous, vous vous loguez, vous vous retrouvez dans une session qui vous appartient et vous pouvez interagir avec des objets tels une calculette, des post-it, des paperboards, donc des outils très simples. Et ensuite ce qu'on voulait nous démontrer c'était la collaboration entre deux personnes. Donc vous pouvez ouvrir un PowerPoint, consulter ce PowerPoint sur ce mur, et éventuellement ouvrir deux PowerPoint et commencer à fusionner des slides issus de deux PowerPoints différents pour faire de la collaboration. Pour l'instant, on n'a pas de connecté. Par contre, si vous êtes dans une réunion, vous êtes assis, vous avez un PC sur les genoux ou sur la table, on a fait un plugin pour PowerPoint qui vous permet de créer des slides, et du coup, les participants dans une réunion peuvent tous pousser leurs slides qu'ils créent en séance sur ce mur interactif, et on agrège en fait le slide commun sur le mur. Donc ça, c'est une première démonstration qu'on a réalisée l'année dernière, qui est visible aujourd'hui dans les locaux de Microsoft si vous passez un jour chez Microsoft, et où on a démontré où finalement on dématérialise quelque part le document. Ce document peut se retrouver sur un PC ou éventuellement sur un mur digital ou éventuellement sur une table interactive.
Ensuite, on a réalisé ce miroir qui était... alors, je ne sais pas de quoi on a été inspiré pour le miroir, peut-être plus de Kinect que le miroir dans un premier temps, parce que nous, notre miroir, en fait, on interagit à distance. C'est-à-dire que vous avez une information qui apparaît, on a une caméra Kinect qui est pas vraiment cachée, mais qui en tout cas est incrustée dans ce miroir, il est très visible en réalité, enfin, par obligation, et du coup, cette caméra est capable à la fois de vous reconnaître, éventuellement d'avoir un contexte, de savoir quelle heure il est. Et typiquement, dans une démonstration qu'on a réalisée, on a simulé le fait d'être dans une salle de bain, vous arrivez le matin, on vous reconnaît, on vous montre votre agenda, et vous pouvez en fait consulter votre agenda avec des signes de la main pour passer en fait de page en page, où on vous présente les flux RSS, où on vous présente la météo. Si éventuellement c'est votre enfant qui vient devant le miroir et qu'il est l'heure de se brosser les dents, on lui présentera une petite vidéo de 2 minutes pour se brosser les dents, donc on est très contextuel. Aujourd'hui, ce miroir, en fait, équipe une chambre de Novotel, on a détourné un tout petit peu l'expérience, on a fait une web radio et on a fait de la conciergerie éventuellement pour consulter les restaurants qui sont proches de l'hôtel, et tout ça en fait à distance. On travaille beaucoup sur le fait, et là ça rejoint finalement ce que Just Five réalise. On croit en fait à l'infrastructure, c'est-à-dire qu'on ne la fait pas, donc on n'est pas concurrent sur ce domaine. Par contre, on croit à l'infrastructure, mais pas que l'infrastructure de transfert en fait, de données, qui est une première couche, mais on croit à l'infrastructure contextuelle. Donc le cloud va beaucoup aider à ça. Typiquement, aujourd'hui, on travaille pour un grand compte, dont je ne peux pas citer le nom, sur la numérisation des séances de créativité. Donc, lorsque vous faites une séance de créativité, il y a beaucoup d'idées qui sortent de ces séances. Vous utilisez des post-it, ces post-it vous les griffonnez dessus, vous les collez sur un mur, il y en a partout, pourtant on s'y retrouve parce qu'on organise tout sur les murs. Et en fait, un client en fait, français s'est posé la question s'il était possible de numériser cette activité tout en le rendant accessible. Donc du coup se pose la problématique de savoir ce post-it qui est matérialisé dans la vie courante, comment on la rend numérique et comment on continue à la faire vivre de manière numérique. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, je suis très technophile, mais on est revenu au crayon. Donc le côté naturel, en fait, va faire en sorte qu'on associe l'écriture classique, le crayon classique, avec une vie, une copie numérique. Et du coup, selon le besoin, selon les actions que vous allez effectuer, soit vous allez les réaliser dans la vie réelle, en effaçant sur le tableau, soit en faisant une copie numérique et ensuite avoir un traitement numérique sur cette information. Donc voilà, c'est des objets que j'espère pouvoir vous présenter bientôt. En fait, la façon dont on travaille sur des objets connectés, et c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Je ne vais pas parler du miroir parce qu'on fait le même miroir en fait. C'était quasiment le même miroir, à part qu'on est plutôt sur du touch. Mais les fonctionnalités sont les mêmes. Avec ou sans traces de doigts. Mais là, vous avez plus d'avance que nous sur les traces de doigts. On est en train d'améliorer les choses. La façon dont on procède pour créer des objets, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur l'hybridation des compétences. Une fois par mois, chez Joshfire, on organise une journée pleine pendant laquelle on ne parle pas de projet client, pendant laquelle on ne parle pas de nos projets internes de développement, qui sont des projets Hack Day, pendant lesquels toute la boîte est rassemblée sur une idée, créer un prototype d'objet connecté fonctionnel en moins d'une journée. C'est comme ça qu'a été créé le premier miroir. C'est comme ça qu'a été créé le premier canapé connecté. C'est comme ça qu'ont été créées des bornes interactives qui permettent de faire un check-in Foursquare, d'envoyer sur Twitter à l'aide d'une carte ou d'un bracelet RFID. C'est comme ça a été créé un shaker interactif. Un shaker qui, connecté à une tablette, la tablette proposant une recette de cocktail, avec ou sans alcool, propose ensuite de rajouter chacun des ingrédients dans le shaker, et le shaker étant finalement doté d'une balance, envoie les messages à la tablette en disant encore un petit peu, stop, il faut arrêter, il faut passer à l'autre ingrédient, avec un système de jauge. Bref, c'est comme ça que chaque mois environ, on organise ce Hack Day chez Joshfire et qu'on réalise un prototype d'objet connecté. Certains de ces prototypes ne fonctionnent pas, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas au bout du challenge de la journée. Dans ces cas-là, on se donne une journée supplémentaire. Si ça ne sort pas, poubelle. Si ça sort,
Et si ça rencontre, parce qu'on a un espace de démo à chaque fois qu'on a des prospects, qu'on a des clients qui passent nous voir, on démontre un certain nombre de ces prototypes. Et si ça accroche, s'il y a quelque chose qui se passe, on investit et on réalise des versions supplémentaires. On en est à la 4e version du miroir et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Il y a aussi un domaine qu'on peut initié par le reflet de son miroir, mais qui est aussi tout ce qui est santé, donc qui est un grand domaine. Je me permets d'ajouter quelques exemples. Au-dessus, vous verrez par exemple un PES Person connecté, qui est une solution proposée par SFR, mais aussi une très jolie start-up, là encore, du cru, qui s'appelle WeThings, qui propose alors, 3 objets, qui sont 3 objets que j'aime beaucoup, la balance, la chance de posséder, même si je refuse de tweeter mon poids. Il y a le tensiomètre, qui est un très bel objet en termes de design, en plus, qui est vraiment une merveille. Et le dernier objet, là, qui est un peu en avant-première au-dessus, qui est en fait un système pour pouvoir les bébés, je ne sais plus quel est le terme consacré, mais qui est là aussi une interface et un objet intéressant. Donc WeThings est aussi une belle start-up. Et pour continuer dans l'image des start-up, quand on parlait de design, là encore, je reste un peu dans l'acception précédente du design, on va dire avant Steve Jobs, c'était souvent la rencontre d'un designer avec un industriel, un éditeur. Donc, et c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle de design sans parler de designer, en fait. Il y a quelque chose qui est quelque chose, on pense de Hive, par exemple chez Apple, Rams chez Brown, il y a IMS chez Herman Miller, à chaque fois, souvent, on associe un nom à un éditeur quand on parle de design. Là, ce que vous cherchez à apporter, les uns et les autres, c'est l'apparition des startups dans ce domaine, qui sont un nouvel acteur, un acteur qui n'existait pas en fait dans le domaine du design. Comment est-ce que vous envisagez que les startups peuvent remplacer les designers en fait? Alors vous dites qu'ils sont complémentaires, mais vous cherchez à imposer des marques, que ce soit une Sensory, tout Josh Fire, là où avant on achetait des objets qui étaient des objets signés par un designer. Je vais me lancer. Moi je rêve d'avoir le designer qui portera en fait un nom connu chez nous et qui pourra imposer en fait une image à tous les produits qu'on pourrait en fait produire. Je pense que c'est pas simple. En produisant des projets, des produits photos moins visibles comme... Exactement. Il y a une des choses que... Je vais le tourner différemment en fait. Il y a une identité qu'on souhaiterait avoir, qu'aujourd'hui qu'on n'a pas, parce qu'on n'a pas cette personne. Elle est peut-être présente déjà dans nos équipes, mais elle n'est pas encore affirmée. Et c'est ça qui est complexe en fait, c'est finalement avoir une identité qui fasse que lorsque vous allez voir quelque chose, vous allez dire bah tiens ça c'est un tel. Aujourd'hui lorsque vous voyez un iPhone, vous voyez un iPad, bon, il y a beaucoup de publicité derrière, mais les produits sont très ressemblants, la transition qu'on va vous faire en fait, elle est vraiment accompagnée. Donc il y a vraiment une vraie réflexion sur l'identité en fait de l'entreprise et du coup des objets et des interfaces qu'elle propose. Nous en commençant par le service, il a fallu d'abord qu'on s'adapte à l'identité de nos clients. Qui nous a obligés finalement à construire différents types d'interfaces, différents types d'ergonomie, avec des visuels complètement différents quelquefois. Et c'était nécessaire pour plusieurs raisons, financièrement parlant, mais aussi dans l'apprentissage que nous-mêmes en fait, on fait au quotidien. S'appuyer sur des startups, c'est des choses aussi qu'on y voit. Pourquoi? Parce qu'il y a certains domaines dans lesquels on ne pourra pas aller, ou d'autres iront. Et du coup, là, on n'est plus de classe politique où l'union fait la force. Et c'est plus sur cet aspect-là, en tout cas que Sensory voit des connexions possibles avec le startup. C'est-à-dire finalement trouver de nouveaux usages ou des combinaisons de choses existantes pour adresser un nouveau usage. Moi, j'ai vraiment pas l'impression d'être concurrent d'une boîte de design. C'est peut-être une erreur d'ailleurs, hein, mais ça me fait poser la question. Ce qui est sûr, c'est que d'abord, on travaille évidemment avec des designers internes ou externes. Je vais avouer une chose. Tout à l'heure, j'ai dit Hack Day. En réalité, j'assume pas tellement le mot qu'on a réellement utilisé habituellement pour ces journées. Le vrai mot, c'est Designer Day. J'aime pas ce mot-là parce que Designer Day, ça voudrait dire que 19 jours par mois de travail sont tous les autres acteurs de l'entreprise qui sont au centre. Et un seul jour, les designers. En réalité, ils sont en permanence au centre des process. Donc on a plutôt changé Designer Day par Hack Day, je trouve que c'est beaucoup plus pertinent. Évidemment, les designers sont au centre de tous nos process, que ce soit des process clients, enfin des projets clients ou des projets internes. Maintenant, demain, on a un designer très connu, très célèbre, qui vient nous voir et qui a trouvé génial un de nos objets et qui souhaite travailler avec nous pour améliorer les choses,
rendre cet objet mieux utilisable dans tel ou tel contexte et y apposer sa marque, je pense qu'on serait ravis. Je vais meubler. non, ou alors... non, c'est peut-être une croyance qui m'est propre, mais quand on parle de nouvelle interactivité, en fait, on pense, nous, à de nouveaux objets. Et du coup, on ne conçoit pas d'interagir différemment si on ne change pas en fait la manière d'interagir de l'objet sur lequel on interagit. Regardez un peu les tables tactiles. C'est devenu presque dans les bourses, même si on n'est pas partout, mais c'est l'objet qui a changé l'interaction. C'est le fait de dire maintenant des tactiles. Et tactile, je tiens juste à faire une petite précision, ce n'est pas du tactile à un point de contact qu'on faisait depuis des années, et surtout dans les centres médicaux, il n'y avait pas de souris forcément. Là, le tactile dont je parle, c'est des tactiles où on est massivement tactile. On va comprendre plusieurs points de contact. Et ça, c'est important parce que ne serait-ce que demander à une personne de toucher un objet, il y a 5 façons, enfin, voire plus de toucher l'objet. Un doigt, 2 doigts, 5 doigts, la main complète. Et du coup, si le système n'est pas capable de comprendre qu'il y a eu un contact, parce qu'on se limiterait à quelques points de contact seulement, et du coup, si j'en mets 5, on ne comprend plus rien, on ne peut pas atteindre ce côté naturel. Donc, d'où l'importance d'imaginer finalement ces nouveaux objets. Et du coup, de les construire pour qu'ils répondent justement à ces besoins, et qui peuvent être dictés ou orientés par différents stimulus. Mais en fait, en tout cas, nous croyons au naturel, on va orienter tous nos designs vers du naturel. En dernière question, un petit peu en boutade, mais pas tant que ça. Une fois, il y a quelques années, j'avais eu la chance de rencontrer un monsieur qui était très très fier parce qu'il disait qu'il avait inventé le mot domotique en 1970 ou des choses comme ça. Et c'est vrai que s'il y a vraiment un serpent de mer, alors je sais que Apple justement a réussi à sortir le serpent de mer de la reconnaissance vocale dont on parle depuis 20 ou 30 ans et qu'enfin il semblerait que ça marche avec Siri, mais est-ce que enfin on va avoir quelque chose qui... Est-ce que c'est enfin la domotique qui va fonctionner? Est-ce que enfin il est aussi... Combien d'acteurs se sont brûlés les ailes jusqu'à aujourd'hui? Je ne sais pas si vous vous rappelez, là encore je vais faire un petit peu l'ancien. Mais Tefal, à la fin des années 80-90, avait lancé une politique en fait, de modification de la boîte qui faisait des casseroles et voulait être l'acteur majeur en fait, de la domotique. Et ils ont essayé plein de systèmes où on prenait son téléphone, on pouvait remonter son thermostat, savoir comment ses enfants allaient, toutes ces choses-là. Et en fait, Tefal s'est complètement brûlé les ailes. En fait. Alors, vous n'avez pas entendu parler, enfin, c'est Apple plutôt que Tefal aujourd'hui qu'on cite en exemple. Ils ont pris une gamelle, je ne peux pas éviter. Comment est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est le bon moment et que j'espère que l'année prochaine on pourra même plus vous inviter tellement vous serez célèbre et riche. Alors déjà Stéphane, quand tu abordes quelqu'un qui travaille dans l'internet des objets, ne lui dis pas que qu'il fait de la domotique. De la domotique, les gars. Non, il y a une grande différence. Alors déjà, c'est une boutade. Hein. C'est une boutade parce qu'effectivement, les gens qui travaillent dans l'internet des objets ne supportent pas qu'on leur parle de domotique et qu'on compare leur travail à la domotique. Bien que la domotique soit une activité très noble. Je ne dis pas le contraire. En revanche... Un canapé connecté, c'est pas tout à fait, mais je vais en venir. Je vais le préciser. Il y a une grande différence de notre point de vue entre la domotique et ce qu'on fait, et le bimédia, c'est que la domotique, c'est du contrôle-commande. Et le contrôle-commande, finalement, ça ressemble plus à quelque chose près de la robotique, éventuellement à l'électronique, qu'à le bimédia. Pourquoi? La différence entre le contrôle-commande et ce qu'on fait, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de transformer les objets du quotidien en diffuseurs de contenu, en capteurs de contenu, mais pour interagir avec. Pas simplement en interrupteur. Voilà, c'est la différence qu'il y a entre, de mon point de vue, je pense que, vu les hochements de tête, on est d'accord, la domotique et ce qu'on essaye de faire autour de... Alors l'Internet des objets, c'est très vaste. Hein, moi, je préfère parler du bimédia, parce que dans l'Internet des objets, il y a beaucoup de capteurs, il y a les différents objets. On parlait tout à l'heure d'un chiffre. Les analystes annoncent qu'aujourd'hui on est à peu près à 5 milliards d'objets connectés sur la planète, tout confondu. Mobile, tablette, ordinateur, télé, etc. Les analystes annoncent que d'ici 2015, on devrait être à 15 milliards d'objets connectés. Donc d'ici 3 à 4 ans, normalement 3 ans, on va tripler. Et en 2020, 50 milliards d'objets connectés. Dans ces objets connectés,
il ne va évidemment pas y avoir que des miroirs, enfin j'espère, mais à mon avis non, des miroirs, des murs, des canapés, etc. Il y aura aussi plein d'objets qui n'auront pas finalement beaucoup d'intelligence. Ce verre pourra contenir une petite puce qui lui donnera une existence sur le réseau. Il fera partie de ces 50 milliards. Pour autant, il sera probablement incapable de comprendre le fait que je le touche ou même de diffuser de l'information. Donc dans cet ensemble des 50 milliards, il y aura une petite partie, et c'est ce qu'on essaie, enfin, moi c'est ce que j'essaie de faire, d'adresser cet univers. Voilà, je ne sais pas si j'étais clair entre la domotique et l'univers. Non mais là on se rejoint complètement, en tout cas sur ce point de vue aussi. Si on raisonne plutôt le contexte, typiquement je suis chez moi, j'écoute une musique, je vais dans ma voiture, je retrouve la même musique dans la voiture, on ne parle plus de domotique. On a juste un contexte qui se transpose, et du coup ces objets sont connectés de certaine manière et discutent entre eux, ou du coup en tout cas vous avez autorisé qu'ils discutent entre eux. Donc, le côté contextuel est pour moi vraiment très important. Il y a aussi le changement de mentalité, c'est-à-dire que, je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir mais que j'aime toujours présenter, c'est la carte bleue sur Internet. Payer avec une carte sur Internet. Il y a quelques années, on avait peur. On avait peur de se faire hacker la carte bleue, des numéros, etc. Aujourd'hui, on n'a plus peur, mais on se fait toujours hacker les cartes bleues. Hein. Donc, il n'y a rien qui n'a changé, enfin, c'est même pire. Pourtant, tout le monde paye aujourd'hui naturellement sur Internet, et du coup, commerce sur Internet. Et ça, il y a plusieurs raisons. C'est d'une part parce que les banques vont vous rassurer le fait que si vous faites hacker votre compte, ils vont en fait vous rembourser. Mais donc il y a plusieurs mécanismes qui sont mis en œuvre pour que finalement il y ait une acceptation, alors que finalement rien n'a changé depuis le début. Et je pense que le numérique, en fait, c'est exactement la même chose. C'est que on est dans une telle accélération qu'aujourd'hui les jeunes d'aujourd'hui ont vécu tout ça en très peu de temps et du coup ne conçoivent pas le monde différemment. Et on va forcément vers ça. Je vais donner un autre exemple. J'ai aussi un iPad chez moi et mon fils a 8 ans, il ne regarde plus la télé comme nous. C'est-à-dire qu'il sait exactement que Gulli, parce qu'il regarde encore Gulli, a une VOD et il peut regarder en fait ses émissions quand il le souhaite. Et ça c'est génial parce que lorsqu'il a des devoirs à faire, il ne peut pas regarder la télé, ça n'inquiète pas du tout. Il fait ses devoirs et quand il veut, quand il peut, il va aller voir l'émission qu'il adore. Donc lui dire que la télé c'était non, un instant T et tu dois forcément être présent pour regarder l'émission que tu préfères, je pense qu'il ne le concevra pas. Donc voilà, il y a un changement de culture, de mentalité qui va très vite, de plus en plus vite, qui fera qu'on ne reculera pas. Par contre, il y a tout à créer, il y a tout à inventer, il y a tout à mettre en musique. Heureusement que les infrastructures se mettent maintenant en place et se normalisent, ce qui n'était pas le cas avant. Si je reviens sur la domotique, qu'est-ce qui a freiné la domotique? C'est typiquement comment les objets communiquent entre eux. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question. Faites de l'IP, faites d'Internet, ou peut-être qu'un protocole arrivera, mais voilà, aujourd'hui, on se pose moins de questions sur l'infrastructure, et ce n'était pas le cas auparavant. Il fallait convaincre plein de gens avant d'arriver à ça. Je vais vous poser, pour conclure, avant de prendre des questions dans la salle, et puis à l'extérieur de la salle, les personnes qui nous ont suivis sur Internet. Qu'est-ce que, sur les objets connectés, justement, si je vous demandais un effort comme ça, mais c'est votre métier de vous projeter et de rêver, d'enchanter le monde, c'est comme ça qu'on a présenté la conférence, s'il y a quelque chose, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez qu'on ne fera plus jamais? Et ce que vous pensez qu'on ne faisait pas et qu'on se mettra à faire? Elle n'était pas plus cette question. Non. Vous êtes brillant. Alors, je vais me lancer. Je pense que ce qu'on fera plus comme avant, c'est d'aller chercher indifféremment de l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'information elle est présente, on sait exactement comment la retrouver, il y a des moteurs qui nous aident pour ça, et l'information, finalement, vous l'avez à disposition. Donc la connaissance est à portée de main. Je pense qu'on ne changera pas. Et ce qui va peut-être changer, en tout cas pour moi, c'est toujours dans ce domaine, finalement, c'est que finalement, ce système un peu à la manière de série, hein, qui vous comprennent, qui est en dialogue de manière très naturelle, je pense qu'on va être de plus en plus dans l'assistanat, où finalement, on va être très proche de la machine va nous comprendre, et ça va être un amalgame de plein de choses, dont le côté contextuel. Mais il faudrait plus de temps pour répondre à cette question, quand même. C'est compliqué, hein, question. Mais bon, je vais essayer de participer à cette réponse. Je pense que, mais ça a déjà commencé en fait, c'est de se voir, si on prend dans le domaine du contenu, c'est de se voir imposer des contenus hors contexte,
hors moment, hors lieu. Je vais prendre un exemple. Par exemple, vous voulez voir le dernier journal d'information aujourd'hui. Voilà, c'est un peu biaisé parce que essayons de revenir 5 ans en arrière. Journal d'information, un journal à 20 heures. Vous arrivez systématiquement hors contexte, soit 5 minutes avant les pubs, soit 5 minutes après, c'est pire, vous avez raté les titres. Ça, je pense que ça n'existera plus. Et ce sera encore plus fort quand je n'aurai même plus besoin de m'installer devant mon canapé, ou devant mon iPad, ou devant mon téléphone pour regarder le dernier journal dont je choisis l'horaire de passage. Quand je serai capable d'être n'importe où, là, par exemple, et de considérer que ma table est capable de me fournir le dernier journal. Je ne vais pas répondre parce que je ne suis pas trop d'accord. Parce que je pense que justement, je vous conseille, il y a un film qui sort demain, qui s'appelle La Une du New York Times, qui est justement sur qu'est-ce que c'est, je sais que c'est un sujet que je connais par cœur, qu'est-ce que c'est que le rôle du newsroom et comment est-ce qu'on produit du contenu d'information aujourd'hui. Et je pense aussi, je suis d'accord avec toi qu'il y a quelque chose d'une révolution dans la consommation des contenus, mais il n'empêche qu'il y aura toujours un moment d'émission du contenu. Donc il y aura toujours un 20h00. Donc il y aura toujours des gens qui seront à l'heure et d'autres qui ne seront pas à l'heure. Et qu'il y aura toujours des gens qui auront, ça c'est quelque chose qui est très clair avec Twitter, l'information quand elle sort, et d'autres qui se retrouveront à l'avoir 15 heures plus tard, ce qui sera toujours un problème. Donc la synchronisation, et comment est-ce qu'on synchronise justement cette expérience. Je ne vais pas vous dire comment on synchronise le monde numérique, c'est notre sujet aujourd'hui plus généralement avec les players, mais comment est-ce qu'on synchronise, et c'est aussi par rapport à un sujet majeur, et donc il y aura des moments de synchronisation. Voilà. Et donc la grande messe du 20h, elle n'existera plus comme elle existe, mais on aura encore besoin de moments de synchronisation. 30 petites secondes pour dire qu'il y aura toujours un filtre, effectivement. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un filtre. Si on prend l'exemple du journalisme, tu connais nos travaux communs sur ces questions-là. En l'occurrence, on n'est pas en train de dire que les flux d'informations vont nous arriver sans filtre, parce que là c'est l'horreur, c'est le chaos total. En revanche, bien sûr qu'il y aura toujours des événements. Et bien sûr qu'on aura toujours besoin de ce moment où, je ne sais pas moi, un président de la République ou un prétendant déchu à la présidence de la République fait le 20h, et à ce moment-là, on est tous scotchés devant la télé. Parce que c'est un événement. Je ne dis pas ça, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que les événements imposés qui n'en sont pas, qui sont complètement artificiels parce qu'on décide à un moment donné qu'on doit diffuser à cette heure-là, je pense qu'on n'aura plus à se le faire imposer. Ni dans le temps, ni dans l'espace. Donc les objets connectés nous libèrent. En fait, c'est la réflexion que j'avais quand vous échangez. Effectivement, le rêve, c'est de ne plus avoir de téléphone, de ne plus avoir d'iPad, de ne plus avoir d'ordinateur sur soi. Voilà. De faire exactement ce que je fais aujourd'hui avec ces mêmes vérifiés. Ok. Mais de plus. Ça peut être facile à porter. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? On a déjà eu sur Twitter, j'en ai quelques-unes. Voilà. Alors, oui, comment je vois, c'est très simple, je ne me vois pas autrement que comme je suis aujourd'hui. Donc, se rajouter des capteurs, se rajouter ce genre de choses, c'est pas tant la vision que j'en ai, c'est plutôt le système qui, encore une fois, vous reconnaîtra dans le contexte auquel vous êtes, c'est exactement vos habitudes, ou ce que vous avez déclaré comme étant vos habitudes, et du coup, voilà, c'est que vous contrôlerez votre information. Bonsoir. C'est très lié, je pense, à ce que vous venez de dire. Je voulais Je peux vous demander simplement de dire qui vous êtes? Ah oui, Tommaso, doctorant informatique. Je voulais, par exemple, pour Internet des objets, par exemple, j'imagine que c'était déclenché par la communication entre objets. Et on a parlé du langage, j'imagine qu'une fois que la langue devient écrite, on a aussi la possibilité de préserver les discours, c'est-à-dire la communication.
Et j'imagine que, bon, un jour ou l'autre, on va avoir la possibilité de pouvoir emmagasiner toute l'interaction qu'on a eue avec les objets. Dans un simple terminal, par exemple, d'ordinateur, ça peut être les lignes de commande qu'on a tapées avant, mais avec une interaction de plus en plus continue, comme par exemple les gestes, ça peut être vraiment une interaction continue, donc des données captées avec une interaction comme l'interaction visuelle, par exemple, qu'on a. Et je voulais savoir comment vous imaginez votre travaux, si dans l'entreprise vous visez ça dans les prochains développements, la mémoire de l'objet, de pouvoir préserver la mémoire de l'objet, par exemple, en changeant l'objet si c'est casse. Si je dois changer un objet, je peux récupérer la mémoire que j'avais établie avec cet objet-là, ce type de paradigme. C'est en fait un peu un des défis que pourrait relever Josh Fire, en fait, dans sa conception même. Par quel aspect? Genre le fait Par le fait d'être multi-device, d'être un framework, d'être par définition open source, d'être interopérable. Oui, mais en fait, moi je voyais la question. Oui, c'est ça. On est plus dans la science-fiction que dans la réalité de ce qu'on fait aujourd'hui. Après. Est-ce que ça veut dire qu'on jettera, comme aujourd'hui on jette son électroménager quand il est cassé, est-ce qu'on jettera ses données? Aujourd'hui, on n'est pas sur ces questions-là chez Josh Fire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un certain nombre de choses, effectivement, qui vont dans ce sens. Je pense à des scénarios qui sont plus des scénarios d'usage, assez simples, finalement. Par exemple, je regarde dans le métro le matin mon épisode de ma série préférée, je ne le termine pas. Le midi, j'arrive, je suis au bureau, je suis dans ma pause déjeuner, j'ouvre mon ordinateur, je peux continuer au moment exact où j'ai terminé, donc il y a une certaine mémoire, mais c'est une mémoire logicielle, c'est pas une mémoire. Moi j'avais compris dans votre question qu'il y avait une mémoire aussi de forme de l'objet, physique. Donc là j'étais un peu embêté parce que c'est pas des choses sur lesquelles aujourd'hui, sauf des labos R&D, je me souviens d'un labo, c'était à TED, qui avait montré une implémentation d'un iPhone, mais non pas avec des interactions sonores ou visuelles, mais avec des interactions kinesthésiques. À savoir, l'iPhone changeait de forme, donc il y avait une coque au-dessus, en fonction de son état et de son activité. Donc il pouvait y avoir une mémoire de forme, parce que il y avait déjà une mécanique, il y avait une logique d'interaction entre cette mécanique et le logiciel de l'iPhone, il y avait, etc., etc. Et aujourd'hui, en matière de mémoire, on est plus sur du software, donc cette capacité de suivre un utilisateur dans ses usages. Typiquement, on s'était arrêté le midi, le soir il allume sa télé, il termine son épisode, et le matin, en se brossant les dents sur son miroir, il en démarre un autre. Bref, il vit avec son épisode de série. Voilà, c'est typiquement les choses sur lesquelles, effectivement, dans ces cas-là, Josh Fire travaille. Oui. Alors, je vais juste apporter juste un petit complément par rapport à ça. En fait, tracer, on sait que ce sera facile, entre guillemets, et en plus, conserver cette traçabilité, ça deviendra de plus en plus facile. Après, est-ce qu'on l'activera ou on ne l'activera pas, c'est une autre question. Nous, en fait, les réflexions qu'on porte sur la traçabilité sont plus pour essayer de déterminer une intuition, enfin, pardon, une intention, pas une intuition, une intention. C'est-à-dire que beaucoup de campagnes publicitaires autres sur la souris, sur les sites web et autres regardent ce que la souris survole en fait des zones, et on arrive à en déduire des intentions. Dans l'interface naturelle, quand on parle même du touch, tant qu'on n'a pas touché, on ne sait pas ce que l'utilisateur a voulu faire. Donc en fait, on réfléchit beaucoup sur cette traçabilité pour essayer de déterminer l'intention de l'utilisateur, quel que soit le mode d'interaction. Sur Twitter, un carrosse ex-Navastax ou pas, apparemment qu'il est un lapin ou pas un objet. Est-ce qu'il y a d'autres questions pertinentes? Oui. La dernière intervention me fait penser à des questions de technologie vraiment, de technologie en rupture, vraiment des choses qui sont aujourd'hui pas disponibles, qu'on n'a pas. On n'est pas dans l'hybridation de choses qu'on connaît déjà. Je pense à l'exemple, tu parlais de TED, cette espèce de truc invraisemblable de la lampe de la LED
qui transmet de l'information. Ben, bon, ça c'est vraiment un truc, bon, on ne sait pas d'où ça sort. La façon dont les optoélectroniciens travaillent sur les lentilles, de façon à transformer un projecteur, un appareil photo, enfin, en appareil de projection, ben, des choses qui sont liées à vraiment des inventions techniques et qui viennent complètement ouvrir des champs dans l'optique, il y aura forcément des choses. Je voulais savoir si vous aviez des espèces de... un peu comme la Apple pour proposer des espèces d'illuminations comme ça qui reposent sur des grandes ruptures technologiques. Je ne sais pas si ce sont des illuminations, mais en tout cas, enfin, je vais le décrire, mais c'est ce qu'on a dit en partie tout à l'heure. On essaie en ce moment de transformer n'importe quelle surface en des surfaces interactives au sens large, c'est-à-dire qu'elles peuvent émettre, recevoir de l'information, recevoir de la commande, etc. Mais quand je dis n'importe quelle surface, ça peut être une étoffe, ça peut être quelque chose de plus solide, et on est en train d'y travailler. Là, on est en train d'y bosser. Donc, ce ne sont pas des illuminations, ce ne sont pas des choses extrêmement compliquées à concevoir, mais c'est compliqué à mettre en œuvre. Donc voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Hein. Oui, on travaille, bien sûr, on travaille avec des labos sur ces... Oui, on commence à travailler, on est assez jeune, mais on commence à travailler sur des problématiques d'interaction nouvelles, mais c'est finalement un peu ce que vous faites aussi, donc on se rejoint complètement là-dessus. D'ailleurs, je vais vous laisser la parole. On a un mois de plus, alors on est plus en avance. Non, et en fait, effectivement, c'est des questions de fond sur lesquelles on travaille, puisque rendre n'importe quelle surface tactile, il y a plusieurs technologies, notamment l'acoustique, c'est des choses qu'on regarde de très près. Les grammaires, en tout cas gestuelles, et du coup, ne pas sentir qu'on touche un écran, quel que soit le geste qu'on fait sur cet écran, est problématique aujourd'hui. Donc le côté haptique, effectivement, est très importante, et c'est des choses qu'on regarde de très très près des laboratoires de recherche. Avant de revenir à la salle, deux questions sur Twitter. Si j'ai pensé à cette phrase un jour. La première, c'est est-ce que... on a parlé des startups beaucoup, de la création. Est-ce que vous voyez des acteurs qui sont des acteurs traditionnels, du mobilier ou de l'électroménager, qui avancent, ou au contraire, est-ce que vous avez l'impression que complètement on échoue, que vous avez un peu de voir en tant que startup? Est-ce que l'un ou l'autre, vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous pensez en fait de l'état de l'art aujourd'hui des acteurs installés? Et deuxième question qui est, je vous ai parlé de sérénité, pour moi sous-entendait souvent la notion de design. Et pour vous, quand va arriver les objets de masse, de très grande série, connectés? Quand est-ce qu'on va commencer à avoir un objet qui sera un objet, j'allais dire, encore plus diffusé que l'iPhone, mais comme un objet qu'on a pu reconnaître comme la cocotte minute en son temps, qu'on a retrouvé dans tous les pays. Quand est-ce qu'on aura la cocotte minute numérique équivalente? Voilà, deux questions. Bon, sur les trois premières, ce qu'on avait... Quels sont les acteurs numériques? Aujourd'hui, je n'ai pas la prétention de dire, effectivement, de pouvoir faire un observatoire sur ce qui se passe dans les différentes entreprises, et surtout, c'est souvent des sujets un peu cachés. Donc c'est plutôt ce que nous, on vit auprès de ces grandes entreprises, ce qu'ils nous demandent en fait de faire pour eux, qui nous amène à penser que finalement, ils sont dans la réflexion, mais ils ont besoin de l'appui de petites structures qui sont peut-être plus mobiles, ou plus spécialisées dans ces technologies, pour amorcer des choses chez eux. Une autre question de savoir quand est-ce qu'on aura des objets massivement connectés ou autres, je pense qu'on y arrive pour la simple et bonne raison que la première problématique des objets connectés, pour moi, c'est de savoir identifier un objet. C'est-à-dire que tant qu'on ne saura pas identifier de manière unique un objet, ça posera un gros souci. Le fait de voir arriver le paiement numérique, le fait de voir arriver des puces RFID et se dire que ça se banalisait, va autoriser le fait d'authentifier un objet de manière unique. Lorsque je parlais de post-it numérique, c'est très beau de parler d'un post-it numérique, c'est très beau de parler du fait de pouvoir l'échanger entre éventuellement une tablette et une table ou un mur. Comment je vais faire cet échange? Comment je vais en fait identifier le support sur lequel j'aimerais que cet objet, cette information aille? Donc voilà, pour moi les objets numériques se démocratiseront lorsque on saura les identifier de manière unique. Et je pense qu'on est en plein dedans aujourd'hui. Non, juste sur la première partie, effectivement, beaucoup d'industriels en fait travaillent déjà sur ces questions-là. Ont soit au sein de leur labo, souvent d'ailleurs au sein de leur labo interne, des projets qui sont en rapport direct avec leur métier. Donc ils sont en train de comprendre que finalement les objets classiques
qui n'avaient pas d'intelligence ont aujourd'hui besoin d'intelligence. Donc ils commencent à y mettre de l'intelligence et en fonction des usages correspondant aux produits qu'ils ont. Sur la deuxième partie, c'est compliqué. Moi, bon, déjà, il y a ce que disent les analystes. Hein. Donc les chiffres qu'on a donnés tout à l'heure, 15 milliards 2015, 50 milliards 2020. Parmi ces objets-là, on aura des objets qui sont effectivement juste des présences sur le réseau. Après, je ne suis pas sûr qu'on va vivre une rupture. C'est-à-dire du jour au lendemain, arriver avec un objet ou des objets qui vont devenir très emblématiques. On va venir, mais il y a très clairement en avant un après iPhone, par exemple. Oui. Très clairement. Oui, il y a très clairement un avant, un après iPhone. Mais si on regarde un petit peu les choses évoluer, on s'aperçoit qu'elles sont quand même... Les choses évoluent de façon assez fluide. C'est-à-dire qu'on est en train, dès aujourd'hui, on a des objets connectés. Je veux dire des bornes, on parlait du wallet tout à l'heure. Effectivement, il va y avoir des produits emblématiques qui vont incarner cette révolution. Le Navastag de tout à l'heure, on a fait partie un petit peu tôt, mais il est iconique. En revanche, on est dans une phase où les surfaces, les différents objets qui aujourd'hui existent vont progressivement se fondre, et à mon avis, on n'aura pas de rupture aussi nette. En tout cas, c'est une perception. Ça va se faire progressivement, de façon beaucoup plus fluide qu'on ne le pense. Et encore 3 questions, puis je vous propose après ça qu'on passe à un autre moment là, parce que l'échange de cartes de visite et de champagne. Bonjour, là-haut surtout, s'il vous plaît. Bonjour Dimitri Carbonel, SFR. En fait, j'avais une question parce qu'effectivement, on cherche à simplifier sans cesse l'objet, avec notamment les interfaces naturelles, les objets collectés, Siri, etc. Et je me demande si justement il n'y a pas un risque ou un danger par rapport à ça, parce qu'on fait moins d'efforts. Et si on regarde, par exemple, je sais pas, un violon ou une guitare ou une voiture ou un ordinateur, enfin, tout ça sont des choses qui sont compliquées et justement on a appris justement à les utiliser. Et est-ce pas aussi une voie justement pour les objets connectés? Il y avait 2 questions, mais je vais répondre à la première. Du coup, beaucoup de questions. Tout à fait, en fait, j'en décris plusieurs. C'est un très bon exemple de prendre en fait un instrument de musique, par exemple une flûte, un piano ou une guitare. Est-ce qu'on peut simplifier ce genre de choses? Est-ce qu'il faut simplifier? Il y a un apprentissage qui est très important, mais une fois qu'on l'a, c'est difficile de trouver un autre instrument. Donc, dans la conception du naturel, ça devient naturel une fois qu'on sait faire. Donc simplifier aujourd'hui, est-ce que c'est un danger? Je prendrai l'exemple, puisque j'en ai plein ici sous les yeux, d'un iPhone, d'un iPad. Ça a commencé de manière très simple. Une seule application à la fois, pas de multitâche, on ne peut pas faire 2 choses en simultané, et pourtant ça a très bien marché. Et petit à petit, les utilisateurs se sont éduqués, et finalement ont commencé à demander du multitâche, de faire des choses à la fois, etc. Et on arrive finalement à ce que faisait un PC depuis bien longtemps. Bon, c'est juste ce clivage qui est en train de s'effectuer, et commencer par du simple, c'est une bonne voie pour justement éduquer et adopter. Bonjour, Marie Cauchois, je suis en télé. Moi, il y a une case qui me manque dans toute la discussion, c'est que vous avez beaucoup parlé de technologie et de relation avec des objets. Et pour moi, la connexion, c'est d'abord la relation avec entre 2 personnes. Et j'aimerais que vous me donniez des exemples chacun et que vous m'expliquiez en quoi vous pensez que ce que vous faites ou ce que vous allez faire concrètement et en quoi ça va changer les relations des gens entre les uns avec les autres. Michel d'abord, à chaque fois non, mais bien sûr, les objets, prenons juste énormément d'objets qui sont finalement des outils de communication. Même ces iPads, ces mobiles. Il y a un exemple, alors c'est pas un projet qu'on a réalisé, hein, malheureusement je crois que j'ai oublié le nom de la boîte qui le réalise, mais je trouve que c'est un bel objet parce qu'il défend une idée qui est celle d'aider les personnes qui n'arrivent pas à avoir des contacts avec d'autres personnes. En l'occurrence, des personnes âgées qui sont assez déconnectées des nouveaux usages, qui sont déconnectées de leurs petits-enfants, ou
la plupart du temps de leurs petits-enfants parce qu'ils ont leur téléphone mobile, parce qu'ils viennent pas voir leurs grands-parents, etc. C'est une boîte dont j'ai oublié le nom, je suis navré, je le retrouverai éventuellement, je le tweeterai, qui a créé une sorte de boîte, en l'occurrence, qui permet, avec toute une série de petites cartes, avec les photos des différents petits-enfants ou des membres de la famille, lorsque la carte est posée sur cette boîte, donc il y a une puce RFID à l'intérieur, la boîte passe un coup de fil aux membres de la famille dont c'est la photo. Et donc cette boîte permet de téléphoner tout simplement à la personne en question. Alors vous allez me dire, un numéro de téléphone, on peut le réaliser. Mais il y a d'autres fonctionnalités que permet cette boîte, ou en tout cas les prochaines versions, tout ce qui concerne la visioconférence, éventuellement aussi, mais là on est plus sur de la consommation, permettre d'accéder à des contenus auxquels ces personnes-là n'auraient jamais eu accès probablement, tout ce qui aujourd'hui est distribué sous forme de podcast, tout ce qui est distribué sous forme de contenu numérique, aujourd'hui pour lesquels il faut avoir un certain niveau de formation ou de compétences sur l'accès à ces outils-là. Encore une fois, l'outil d'accès, c'est une simple carte avec, pourquoi pas, le programme qu'on a envie d'écouter, on le passe sur la boîte et la boîte se transforme en poste radio ou en poste de diffusion de vidéo pour accéder à ce programme-là. C'est un exemple. La première partie de la réponse concernant la communication permettait de répondre en partie, pas la deuxième. Je suis là. Alors, je peux compléter un peu. Je pense qu'on va favoriser en fait les connexions entre personnes. Je vais donner juste parler. J'aurais 10 000 exemples à vous présenter, mais prenons l'exemple de là où vous habitez. Si vous habitez un immeuble, est-ce que vous discutez avec vos voisins? Est-ce que vous discutez de ce qui se passe dans l'immeuble de manière régulière? En fait, on le fait très peu. En tout cas, personnellement, je le fais pas, mis à part les réunions de syndic. Mais imaginez un immeuble qui est capable finalement de dire ce qui se passe dans l'immeuble, qui raconte un peu la vie de l'immeuble, et pour lequel finalement on va peut-être plus communiquer avec ses voisins. Donc, le fait de dire que tout l'affichage est banalisé, que les interactions sont banalisées, que les objets puissent communiquer entre eux, que je puisse avoir du contexte, à mon avis, vont rapprocher les gens quoi qu'il arrive. Juste pour rebondir par rapport à cet exemple d'immeuble, il y a un objet. On a un grand nombre d'entre nous, probablement l'avons dans notre appartement et on l'utilise presque jamais. C'est l'interphone. En tout cas, les nouveaux interphones contiennent des petits écrans. C'est un objet qu'on utilise extrêmement rarement. Or, c'est un écran. Et c'est un écran qui peut être connecté à un immeuble. Imaginez que cet écran... Moi, je touche pas. Non, mais pour le coup, ça ne l'est plus. Pour le coup, ça n'est plus. Parce qu'on pourrait imaginer créer un réseau social d'immeuble avec des informations qui s'affichent sur cet écran-là, permettre d'alerter quand on a, encore une fois, une personne qui est en détresse à un endroit dans l'immeuble, etc., etc. Donc là, on recrée aussi la communication et du lien. Il y a un exemple qui est très vert en ce moment, c'est le covoiturage. Voilà, regardez comment aujourd'hui, justement, en ayant cette connexion permanente, on va mieux gérer en fait le covoiturage, que ce soit en fait au niveau d'une entreprise. Il y a un certain nombre de startups qui se montent dans ce modèle et on rapproche les gens par le fait que les objets soient connectés entre eux. Allez, une dernière question. Ce sont deux questions par jour. Bonsoir, Otavia Palomba. Je voulais simplement revenir rapidement sur la question qui avait été posée sur l'archivage des données. Et parce que ça pose quand même, cette accumulation de données pose la question surtout de l'organisation et de la valorisation de ces données. Et vous, qui créez donc des produits, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez dans le développement de votre boîte, la création de ce service d'organisation, de valorisation des données, ou alors est-ce que vous envisagez plutôt un écosystème dans lequel on aurait d'un côté des créateurs d'objets qui se coordonneraient avec des plateformes servicielles qui hosteraient des banques de données de chacun. Ou alors, est-ce que si chaque personne qui développe des produits et des services associés, donc relatifs à chaque banque de données, il faudrait à ce moment-là que toutes ces boîtes produisent des banques de données qui soient interopérables. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ou que vous allez déléguer? D'accord. Donc,
Bon, il y a une chose en fait, pour laquelle en fait on a encore beaucoup de réflexions, et il y a à la fois du juridique et à la fois du social et autres, c'est l'identité en fait numérique. Le fait d'être reconnu de manière unique. Et c'est peut-être la voie, c'est-à-dire que ça peut faire peur, mais le fait de tout centraliser peut aussi simplifier beaucoup de choses. Que certaines informations soient rendues accessibles à son médecin lorsqu'on le souhaite, alors qu'elles sont a priori privées, parce qu'elles sont centralisées, parce qu'on va donner un accès, ça rend service. Au lieu de laisser justement éclater le fait d'avoir plusieurs bases de données, finalement chacun va exploiter les données de manière partielle, pour lesquelles on ne pourra pas apporter une valeur ajoutée globale sur un individu précis. Donc le cloud, qui est finalement une démarche qui est en marche, et du coup ça ne s'arrêtera pas. On revient à ce qu'on faisait auparavant, c'est-à-dire qu'auparavant on parle de mainframe, tout était centralisé au niveau local d'une entreprise, maintenant on centralise tout au niveau planétaire. Mais c'est peut-être la voie, même si ça fait peur. Du coup, je me permets de rebondir avant c'est qu'un débat fait rage sur Twitter, et celui de savoir quel sera le champion de demain. Est-ce que ça sera Seb? Est-ce que ce sera Google? Est-ce que ce sera... Et quand je t'entends, je me dis qu'effectivement, si on remonte à l'identité, l'acteur qui a fait un des pas les plus déterminants, à mon avis, dans le domaine de l'Internet des objets récemment, c'est Facebook, qui, avec sa nouvelle architecture et ce qu'il propose, est sans doute, demain, en venant de l'individu, pour peut-être un peu répondre à madame aussi, et l'acteur qui sera peut-être le lien entre les humains, l'identité et tous les objets qui nous entourent. Et que c'est un des développements majeurs, et donc, bon, à voir, enfin, aujourd'hui, si je devais parier, moi je parierais peut-être sur Facebook. En tout cas, on s'appuie sur des partenaires. Voilà. Et évidemment sur Sensorit et Josh Meyer. Deux questions. Monsieur là-bas. Thomas, Strat College. Qu'est-ce que devient un objet connecté quand il est déconnecté? À quoi il sert? Dans notre perception, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, concernant le couteau suisse. L'idée étant, pour ceux qui n'étaient pas là, qu'aujourd'hui on a un téléphone mobile avec plein d'applications. Demain, l'Internet des objets au sens large, ou en tout cas la vision qu'on en a, qui est celle qu'on essaie de développer, permet d'incarner certaines fonctionnalités d'une application d'un iPhone dans un objet. Autrement dit, de créer des couteaux dédiés à certains usages. Dans notre perception, que devient un objet quand il est déconnecté? Il devient furtif, c'est-à-dire qu'il se fond dans l'environnement dans lequel il est. Un exemple, le canapé connecté reste un canapé. Il n'est pas actif, c'est un canapé classique. On s'assoit dessus, on s'endort dessus, etc. Un miroir interactif, lorsqu'il n'est pas actif, reste un miroir. Donc quand il n'est pas connecté, c'est un objet... Juste un miroir. Oui, c'est juste un miroir. Il n'y a pas d'autres propriétés d'être un miroir. Dans le développement qu'on a réalisé aujourd'hui et dans la vision qu'on a aujourd'hui, c'est cette logique-là. C'est celle de l'objet qui est actif quand on en a besoin, quand il est activé par une action particulière ou un contexte particulier. Mais sinon, il devient totalement furtif. Dans le sens où il redevient l'objet qu'il était avant d'avoir de l'intelligence. Une dernière question, donc. Vous avez la possibilité, j'espère, de pouvoir la poser directement aux intervenants. Excellent, voilà. Alors avec l'Internet des objets, on va se retrouver avec, a priori, en 2020, 50 milliards d'objets connectés. Et il y a une question moi, qui me vient à l'esprit, c'est que ces 50 milliards d'objets, il va bien falloir les alimenter en énergie. Et j'ai été surpris de ne pas entendre ce mot ce soir, énergie, sachant que c'est quand même le premier réseau, avant même l'Internet, qui nous permet de faire tout ce qu'on est en train de faire. Demain, avec le cloud computing, on va se retrouver avec un réseau parallèle, qui va être celui de ces millions d'ordinateurs et d'objets intelligents connectés par le monde. Et il y a une technologie dont vous avez certainement entendu parler, le Li-Fi, un TEDx en Irlande, je pense, qui permet donc, en utilisant des LED blanches, de communiquer de la data à des vitesses qui sont autrement plus importantes que ce qu'on sait faire aujourd'hui, même en filaire. Ce qui veut dire donc qu'on pourra certainement faire passer de la data sur les réseaux électriques. Voilà, j'aimerais avoir votre avis sur ça. Merci. Tout ce qui est interdit aujourd'hui, simplement d'un point de vue état business, par le principe de spécialité des grandes entreprises qui disaient que jusqu'à maintenant, EDF pouvait faire comme l'électricité, et France Télécom pouvait faire télécom. Effectivement, demain, ce principe de spécialité, qu'est-ce qu'ils vont devenir?
Oui, c'était à Édimbourg cet été. Effectivement, j'ai eu la chance d'assister à la démo qui a été faite de cette LED qui, en fait, c'est une lampe avec en dessous un capteur. Et la lampe vibre, enfin, elle transmet à une certaine fréquence la lumière. Du coup, cette fréquence est interprétée, donc les 0 et les 1 se passent par là. Et c'est assez impressionnant parce que le débit est très important. Il y avait un autre talk très intéressant d'ailleurs sur la question de l'énergie, qui consistait à imaginer, alors je trouvais ça assez futuriste, mais la personne qui le présentait avait l'air, enfin, était très convaincante, consistait à imaginer que demain, sur un pâté de maisons donné, les différents immeubles seraient capables de s'échanger de l'énergie en peer-to-peer. Autrement dit, et ce qui est très intéressant, c'est que cette énergie serait échangée en peer-to-peer, non pas au travers de câbles électriques, mais au travers de capteurs de lumière et d'émetteurs de lumière. Autrement dit, sur le haut des toits des immeubles, des capteurs d'énergie, ou même sur les parois des immeubles, puisque maintenant il y a du photovoltaïque transparent, donc on est capable de capter l'énergie partout. Donc on capte l'énergie, on utilise l'énergie qu'on a utilisée, et puis l'énergie qu'on n'a pas utilisée mais qu'on a captée, finalement, on le partage avec ses voisins. On la partage avec ses voisins. Mais comment on la partage? On est aussi capable de la rediffuser, donc d'éclairer le soir depuis ses parois à l'aide de l'énergie qu'on a stockée. Et comme il y a du photovoltaïque, on est capable de recapter l'énergie que le même voisin a captée. Assez impressionnant parce que c'est finalement une logique sans fin, quoi. C'est un écosystème permanent. Alors je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas où ils en sont de la recherche. En tout cas, on était assez scotchés de cette... Si j'ai en fait 2 secondes pour argumenter. Alors, vas-y. En fait, on n'en a pas parlé alors que c'est une préoccupation permanente en fait, de travailler sur la signalétique ou l'affichage en fait, à basse consommation. Parce que dans le présent, alors que là on racontait des choses plus dans l'avenir, et je ne sais pas ce que sera l'avenir en termes d'énergie. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur justement la problématique de basse consommation. Et on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est e-ink parce qu'on sait que c'est persistant ou ce genre de technologie. Et là où je voulais en fait conclure, c'est que souvent en fait le côté artistique, enfin l'art en fait, nous inspire. Et typiquement pour le bâtiment Green Office d'éco-mobilier, qui est le premier bâtiment avec un positif, on avait fait une réflexion. Et une des réflexions, c'était de faire des affichages avec des pixels en bois. Donc je suis désolé, j'ai oublié le nom de l'artiste. Où finalement vous avez des morceaux de bois qui sont orientés par des moteurs avec une lumière en fait en G. Daniel Rosine. Merci. Où on va générer en fait une ombre et cette ombre du coup montre une information. Et en fait pour ce bâtiment, on avait imaginé le fait de mettre un mur de ce type pour afficher la consommation électrique qui est une moyenne et qui bouge en fait que dans la journée. Et justement de montrer ce genre d'affichage en fait à basse consommation, puisqu'il suffit d'orienter une seule fois les petites plaquettes de mur pour finalement donner une information. Écoutez, merci. Enfin, ça, on pourrait encore continuer. Merci à nos intervenants. Merci. Merci parce que ça va continuer. On va pouvoir parler, s'échanger dans la pièce d'à côté, aussi au-dessus pour la visite. Donc merci à SFR de nous accueillir et puis nous inviter à prendre un verre maintenant. Et je voudrais insister pour remercier en fait ces 2 dames qui, avec grâce, se sont alternées pour pouvoir partager aussi. Ça, c'est un exemple des signes. Quand on parle d'Internet des objets, c'est très intéressant. Merci.